Sherpa est une association de juristes et d'avocats qui travaillent sur toutes les formes d'impunité, que ce soit lié aux crimes économiques qui impliquent les entreprises ou qui impliquent les États. Dans les années 60, on parlait surtout de génocide ou de violation de droits civils et politiques. Aujourd'hui, on est confronté la plupart du temps à la violation de droits économiques, sociaux et culturels. L'acteur principal de ces violations sont les multinationales, les acteurs économiques qui sont bien plus puissants malheureusement parfois que les États. C'est vrai qu'on considère que le droit est le reflet de la société, des politiques en place, donc de l'idéologie dominante, et donc il n'y a pas de raison que le droit n'évolue pas et qu'il ne puisse pas aujourd'hui être collé à la réalité économique. Les sociétés têtes de groupe, ou ce qu'on appelle les holdings ou les sociétés mères, bénéficient en fait des fruits de leurs activités à l'étranger, donc récoltent les dividendes. En revanche, la responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, ne remonte pas jusqu'à la société mère. Donc il faut qu'on puisse remédier à cette situation en faisant évoluer les droits. Pour ça, on a différents axes d'action, en fait, que sont à la fois le plaidoyer, pour faire justement avancer la législation. C'est également de porter des actions contentieuses, judiciaires ou extrajudiciaires. C'est de faire des formations. Et également, on se considère comme un laboratoire de droit dans la mesure où on participe à des études juridiques avec des cliniques. Donc on est assez polyvalent, bien que petit, sur tous ces sujets de globalisation et droits humains, responsabilité des entreprises. On défend des communautés de victimes qui viennent nous chercher pour pouvoir justement mettre en cause la responsabilité des entreprises ou des multinationales. Et souvent, puisqu'on utilise des voies de recours qui n'ont jamais été utilisées auparavant, parce qu'on est innovant, on est parfois confronté à des échecs, en effet, mais que ce soit, ces échecs ou ces succès nous permettent de réfléchir à la façon dont ensuite on analyse et on affine notre plaidoyer pour faire évoluer la législation. On a aujourd'hui 4 axes de plaidoyer, dont un qui est plus récent que les autres et qui contribue tous les 4 à permettre l'édification d'un cadre contraignant pour les multinationales, un cadre qui soit aujourd'hui adéquat à cette mondialisation, justement. Donc le premier, et qui nous paraît fondamental et qui est un peu l'historique de Sherpa, c'est de pouvoir reconnaître la responsabilité des sociétés mères pour l'activité de leurs filiales ou de leurs sous-traitants à l'étranger. Aujourd'hui, en droit français, il y a 2 principes sacro-saints du droit des sociétés qui empêchent justement de pouvoir reconnaître la responsabilité de la société mère pour l'activité de ses filiales. C'est à la fois l'autonomie juridique et la responsabilité limitée. Donc on essaye de travailler sur ces notions-là, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont tellement ancrées dans le droit qu'il est extrêmement difficile d'y toucher sans que tout le monde crie aux orfraies et dise vous allez complètement révolutionner le droit et ça n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a trouvé, grâce notamment aux principes directeurs des Nations Unies qui ont été votés en 2011, la notion de devoir de vigilance, qui est une notion que les députés aujourd'hui ont comprise et sur lesquelles ils proposent une proposition de loi. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est l'axe de la transparence. En fait, tout ce qui est reporting extra-financier. Donc, vous savez que les entreprises doivent pouvoir rendre des comptes chaque année sur leurs finances. Et depuis 2001, en tout cas en droit français, la loi NRE, les entreprises du CAC 40 devaient rendre des comptes aussi sur leurs activités et leurs rapports extra-financiers. Ça a été amendé. Il y a une loi en 2012 qui tente d'élargir justement le fait que ça ne soit pas imposé qu'aux entreprises du CAC 40, mais à toutes, et puis de donner plus d'informations. Parce que ce qui est important, c'est que toutes les communautés impactées puissent avoir accès à cette information-là. Or, aujourd'hui, parce que c'est les multinationales qui choisissent qu'elles mettent ou pas comme information dans leur rapport, et parce que du coup, ça n'est pas comparable d'une entreprise à l'autre et d'un secteur à l'autre, c'est extrêmement difficile de pouvoir utiliser ces informations. Donc la demande de Sherpa, et qui était la demande du Forum citoyen pour la RSE avec lequel on travaille, c'est d'imposer un reporting qui puisse être comparable et utilisable par toutes les parties prenantes, et pas uniquement les parties prenantes, par exemple, internes à l'entreprise, mais aussi externes. Donc les communautés impactées, les consommateurs, l'État,
Donc on a une vision très large aussi de ce qu'est une partie prenante. Le troisième axe de Sherpa, c'est l'accès à la justice, parce qu'on considère que c'est primordial que les populations impactées par les violations des multinationales, que ce soit par la société mère ou par leur filiale, puissent avoir accès à la justice. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les pays dans lesquels ces violations ont lieu, ces populations n'ont pas accès à la justice pour des questions, par exemple, de corruption ou de fragilité des systèmes judiciaires. Donc elles ne peuvent pas obtenir réparation de leurs violations dans leur propre pays. Donc nous, on considère que les sociétés mères qui sont à l'origine des décisions qui ont entraîné justement les dégâts environnementaux ou des violations des droits de l'homme doivent pouvoir rendre des comptes à ces victimes, et donc ces victimes doivent pouvoir venir devant les juridictions françaises ou européennes pour réparation de leurs violations. Le quatrième axe, il y a un axe plus récent et qui est un axe qu'on travaille également au niveau national et européen, c'est l'axe de l'exemplarité de l'État, parce qu'on ne travaille pas que sur les acteurs économiques privés, mais aussi sur l'État comme ayant des participations dans des entreprises publiques ou parapubliques. Et on considère que l'État doit donner l'exemple sur la façon dont elle se comporte, notamment à l'étranger. Et on a, pour illustrer cet axe, différents dossiers, et notamment le dossier Areva, avec lequel on a négocié. Et à l'époque, Areva, l'État français représentait 80% de Areva au moment où on a négocié les accords sur ses implications au Niger et au Gabon. Les 4 axes qui sont les axes de Sherpa sont aussi des axes qu'on a développés au sein du Forum citoyen pour la RSE, qui est la plateforme société civile en France. Et donc on travaille également à ce niveau-là. On travaille également au niveau européen, puisque Sherpa est membre du steering group de ECCJ, qui est le European Coalition for Corporate Justice, qui travaille sur ces sujets-là au niveau européen, donc pour faire avancer ces 4 axes-là. Et on travaille également au niveau international, notamment Sherpa est membre du Coordination Committee de OECD Watch, qui est l'instance qui regarde la façon dont sont mis en place les principes directeurs des Nations Unies. Donc ces problématiques dont on a parlé sont des problématiques qui ne sont pas uniquement françaises, même si des fois en France on avance plus vite, que ce soit sur le reporting, que ce soit sur l'accès à la justice à travers la proposition de devoir de vigilance. C'est des problématiques qu'on pousse à tous les niveaux parce que c'est des problématiques qui sont liées à la globalisation économique, et donc c'est une problématique mondiale. Et pour toutes ces actions, évidemment, on a besoin du soutien et de la compréhension des médias qui puissent relayer l'information, et du soutien de l'opinion publique pour faire pression sur les décideurs politiques pour enfin changer la législation. L'action contentieuse de Sherpa est assez diverse. Comme le disait Sandra, on est une association pragmatique qui essaie de trouver les meilleurs moyens pour indemniser, réparer et engager la responsabilité juridique des multinationales. Donc ça peut être des actions juridiques au niveau du civil, pénal, administratif, des prud'hommes. Donc l'action judiciaire classique, mais aussi les actions extrajudiciaires devant le point de contact national de l'OCDE, par exemple, ou dans le cadre de négociations non institutionnelles, comme ça a été le cas, par exemple, avec Total en Birmanie, ou Areva dans l'accord Areva au Niger et au Gabon. Il existe aussi un autre type d'action qui est l'action devant les mécanismes de plainte des institutions financières telles que la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, pour que nous soyons en fait des contrôleurs de ces institutions financières qui utilisent l'argent public normalement dans des projets de développement. Nous avons travaillé pendant des semaines récemment sur le cas d'un barrage en Ouganda, où la Banque européenne d'investissement avait investi, et la Banque mondiale aussi d'ailleurs, beaucoup d'argent, alors que ce projet s'avérait au final ne pas du tout contribuer au développement local de la population, et au contraire porter atteinte aux droits fondamentaux des populations sur place. Nous travaillons depuis des années sur le cas Perenco, qui est une des principales pétrolières françaises détenues par une famille milliardaire, la famille Perrodo, qui, entre autres, exerce ses activités en RDC, dans le Bas-Congo, en portant atteinte aux droits fondamentaux des populations. Comment par exemple, de pollution très grave atmosphérique ou au sol et aux cultures riveraines, en ayant des puits
de façon trop proche des habitations, en enfouissant des déchets de façon illégale et en portant atteinte aux ressources essentielles des pêcheurs ou des agriculteurs qui sont sur place. Du fait du grand secret qui est gardé sur la structuration du groupe et les comptes du groupe de façon générale, il est presque impossible pour nos associations aujourd'hui, Sherpa et le CCFD, qui a publié un rapport sur ce cas Perenco, d'établir le lien entre la société mère française et la société en RDC qui exerce ses activités de façon attentatoire aux droits fondamentaux. Or, nous savons très bien que c'est la société mère qui récupère les bénéfices de cette filiale en RDC et qui donne les ordres à cette filiale afin qu'elle exerce ses activités. On essaie de trouver des fondements innovants, comme le fondement de pratiques commerciales trompeuses, qui est un fondement en droit pénal qu'aucune autre association pour l'instant n'a essayé. Nous l'avons fait dans 2 cas, le cas Samsung et le cas Auchan. Dans le cas Samsung, on est en présence d'une société mère bien connue, malheureusement on achète tous des téléphones de Samsung, qui se targue de respecter dans ses chartes éthiques les grands standards de droit du travail de l'OIT, et pourtant des enquêtes de terrain ont montré que la filiale de Samsung en Chine violait les droits fondamentaux des travailleurs et employait des mineurs dans ses usines. Ce cas est intéressant non seulement parce que c'est la première fois effectivement qu'on utilise le fondement de pratiques commerciales trompeuses, mais aussi puisqu'il utilise le soft law, donc le droit mou, ces chartes éthiques que toutes les multinationales aujourd'hui utilisent, pour engager dans une procédure de droit dur, de hard law, de responsabilité judiciaire, ces instruments de soft law. En fait, c'est se servir de ce que les multinationales publient pour engager leurs responsabilités. Le cas Auchan va même encore plus loin, puisqu'il utilise les chartes éthiques d'Auchan qui ne se targuent pas seulement de respecter les grands principes de droit du travail ou de sécurité, mais ces chartes s'engagent à respecter les principes directeurs de l'OCDE et de l'ONU, qui enjoignent aux entreprises multinationales d'avoir un devoir de vigilance envers leurs filiales ou leurs sous-traitants à l'étranger. Et c'est ce qu'on utilise dans la plainte Auchan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager à respecter des textes d'une part et d'autre part dire non mais moi je ne connaissais pas mon sous-traitant, je ne peux pas contrôler toute ma chaîne de production. Eh bien si, puisque les principes directeurs de l'OCDE et de l'ONU vous demandent en fait de faire respecter sur toute votre chaîne de production les droits fondamentaux des travailleurs. Malheureusement, ce fondement innovant des pratiques commerciales trompeuses qui a donné lieu à l'ouverture de 2 enquêtes préliminaires dans les cas Samsung et Auchan ne permet pas d'indemniser les victimes des multinationales et c'est la raison pour laquelle nous soutenons et nous travaillons à cette proposition de loi pour le devoir de vigilance des sociétés mères envers leurs filiales et leurs sous-traitants à l'étranger. Nous avons aussi beaucoup d'obstacles procéduraux, notamment au stade même de la récolte de preuves pour monter les dossiers. Le premier obstacle et le plus évident, il est financier, puisque nous sommes une toute petite association et vous imaginez bien que pour, par exemple, faire des études épidémiologiques ou des études de terrain scientifique pour prouver la pollution de l'activité d'une multinationale, ça coûte énormément d'argent sans être garanti du résultat. Et malheureusement, en France, contrairement à l'Angleterre, nous ne sommes pas du tout garantis de pouvoir récupérer ces fonds, même en cas de succès lors d'une procédure judiciaire. Un autre obstacle procédural peut être l'absence de class action en France. Nous avons dû, pour contourner cet obstacle, par exemple dans le cas Comilog, présenter 900 dossiers de travailleurs individuels qui avaient été licenciés par cette multinationale française. Aujourd'hui, le cas Comilog est en bonne voie puisque, grande première, la justice française a accepté sur le fondement du déni de justice d'être compétent pour examiner ce cas de licenciement au Congo. Un autre obstacle procédural au niveau de la récolte de preuves,
et le risque qu'encourent les associations ou les communautés affectées à récolter ces preuves et à faire des actions contre les multinationales qui usent de diverses menaces pour faire taire en fait les activistes qui voudraient défendre leurs droits. Il faut savoir que c'est une pratique courante des multinationales d'embaucher des milices privées ou même de passer des contrats avec les militaires du pays pour assurer la sécurité de leurs plantations, de leurs activités. Dans nombre de nos cas, des syndicalistes ou des représentants de la société civile sont même emprisonnés pour des motifs qui sont bien sûr cachés. On peut citer par exemple le cas du Qatar très récent, un cas sur lequel nous travaillons, où des représentants de la société civile anglaise ont été emprisonnés la semaine dernière pendant plusieurs jours, alors même qu'ils faisaient le travail quotidien qu'ils doivent faire. Nous sommes même régulièrement attaqués en diffamation, par exemple lors de l'affaire Socapalm. Au départ, lorsque le groupe Bolloré ne voulait pas participer donc, à la médiation du point de contact national, du fait de la publication de la plainte par Sherpa et des journalistes partenaires de Sherpa, nous avons tous été attaqués en diffamation par le groupe. C'est une pratique très courante qui s'appelle la pratique de la SLAP et qui en fait épuise totalement financièrement mais aussi moralement les petites associations ou les communautés affectées. Le troisième moyen d'action de Sherpa est la formation ou le renforcement de capacité. Le projet principal de renforcement de capacité que Sherpa a élaboré, c'est le projet de caravane juridique. Nous sommes allés dans 6 pays et bientôt 7 d'Afrique de l'Ouest pour l'instant, pour renforcer la capacité de la société civile des pays affectés par les activités des multinationales. Au Sénégal, nous avons travaillé avec la société civile affectée par les industries chimiques du Sénégal, qui est d'ailleurs en ce moment dans la presse, qui exploite le phosphate et qui fait de nombreux dégâts environnementaux. Au Burkina, par exemple, nous avons aussi travaillé sur une mine d'or qui fait de grands dégâts environnementaux, mais aussi qui accapare les terres des paysans, qui laisse des traces de cyanure et qui provoque dommages environnementaux, mais aussi sanitaires, comme vous l'imaginez bien. L'idée sur ces cas de violation, mais aussi de façon générale, est bien de renforcer la capacité de la société civile, syndicats, journalistes, avocats, médias, pour que vraiment tous les gens mettent leurs compétences à profit du renforcement de la RSE, et directement donc, les communautés affectées par ces cas, pour qu'à terme, ces acteurs formés puissent engager des actions juridiques ou autres pour faire valoir le droit des communautés affectées directement dans le pays d'implantation des multinationales et à terme donc renforcer le système juridique de ces pays où les multinationales vont s'implanter. Aujourd'hui, il y a un projet de loi sur le devoir de vigilance qui a été déposé par à l'origine 2 groupes parlementaires le 6 novembre 2013. Aujourd'hui, il est soutenu par 4 groupes, donc ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Et c'est un projet de loi qui a été permis grâce à une collaboration vraiment très fructueuse entre des députés et des associations de la société civile. Cette proposition de loi, aujourd'hui, elle repose sur les principes directeurs des Nations Unies et donc elle vise à transposer en droit positif français ces principes directeurs qui ont été votés en 2011. Donc c'est l'idée d'imposer aux entreprises multinationales un devoir de vigilance à travers toute leur chaîne de sous-traitants et donc évidemment leurs filiales. Ce qui permettrait aussi aux communautés qui sont affectées ou impactées par les activités de ces multinationales de venir devant les juridictions européennes, en l'occurrence d'abord françaises, et on essaye d'avoir ensuite cette proposition au niveau européen, mais devant les juridictions françaises pour demander réparation de leurs préjudices. Cette proposition de loi sur le devoir de vigilance, si elle était votée, permettrait à la fois de répondre aux problématiques d'accès à la justice, mais également la responsabilité de la société mère pour l'activité de ses filiales ou de ses sous-traitants, et la transparence. Ce devoir de vigilance, tel qu'il est rédigé, va obliger les entreprises multinationales à démontrer qu'elles ont mis en place tout un process de vigilance
raisonnablement en leur pouvoir. Donc là, la preuve pèsera sur l'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui devra prouver qu'elle a mis en place tout un process de vigilance pour éviter les dommages environnementaux ou aux droits humains. Mais ce devoir de vigilance, il ne sera pris en compte par le juge qu'en fonction des moyens propres de l'entreprise. Donc c'est des moyens raisonnablement en pouvoir de l'entreprise. C'est tel que c'est rédigé aujourd'hui. Donc ça ne doit pas faire peur aux petites ou moyennes entreprises parce que les moyens seront adaptés à la taille de l'entreprise. En revanche, on va escompter d'une multinationale quels sont les moyens de mettre en œuvre ce devoir de vigilance à travers sa chaîne de sous-traitants ou ses fournisseurs. La proposition de loi aujourd'hui est censée être débattue à l'Assemblée nationale à l'automne. En tout cas, c'est ce qu'avait proposé le gouvernement avant l'été, avant le changement gouvernemental justement. Donc aujourd'hui, le travail des associations, c'est de pousser pour que ça soit de nouveau inscrit à l'ordre du jour, ce qui ne semble pas être le cas. Les arguments qu'on nous oppose aujourd'hui sont essentiellement autour de la compétitivité des entreprises françaises, compétitivité qui serait endommagée, évidemment, puisque seule la France est en train de mettre en place cette PPL. On considère qu'il est inadmissible de baser la compétitivité des entreprises françaises ou européennes sur la violation des droits, que ce soit le travail des enfants, que ce soit les dommages environnementaux. On n'a pas envie d'avoir davantage de catastrophes de marée noire, d'avoir des vêtements qui sont confectionnés par des enfants, d'avoir des gens qui ont construit nos usines et qui en sont malades parce qu'il y a des pollutions atmosphériques ou chimiques. On n'est pas en train de parler d'amélioration à la marge en fait, des conditions de travail, on est en train de parler de milliers de morts, comme c'est le cas aujourd'hui au Qatar pour construire des stades pour la Coupe du Monde. On est en train de parler vraiment de violations fondamentales qui concernent l'homme et son environnement. Les entreprises soutiennent ce projet de loi parce qu'elles ont compris aussi que ça pouvait leur permettre d'avoir une certaine sécurité juridique et de comprendre où elles allaient dans le cadre d'implantation à l'étranger. Aujourd'hui, on a besoin d'une vraie mobilisation citoyenne pour que chacun puisse mobiliser son député, puisse vérifier qu'il a soutenu cette proposition de loi et qu'une pression puisse être exercée à la fois sur l'Assemblée nationale et sur le gouvernement pour que ce devoir de vigilance soit vraiment inscrit à l'ordre du jour. Vous pouvez suivre l'avancement de ce projet de loi et comme d'ailleurs toutes les actions judiciaires et plaidoyers de Sherpa sur notre site, suivre également nos actualités sur Facebook et Twitter et vous abonner à la newsletter qui vous tiendra informé de l'actualité.